Bonsoir à tous. 6 semaines nous séparent du 11 avril, date à laquelle se tient le premier tour de la présidentielle au Bénin. 3 duos de candidatures en lice avec des positionnements bien connus sur le bulletin unique dont le spécimen a été présenté hier jeudi aux candidats définitivement retenus pour cette course au palais de la Marina. Les duos qui multiplient des initiatives sur le terrain, conférences de presse du camp Korwe à Gossa, où l'on vante ses propres mérites, Conseil national pour une investiture officielle de Soumanou Djemba et Paul Hunkpe et l'envoi en mission du coordinateur de campagne Aboubakar Yaya. Tous sont unanimes sur la question de la bonne présence de l'opposition à Patrice Talon dans cette course. Côté mouvance présidentielle, Talata Chabi est en contact avec les populations pour des messages de paix et on attend de ce côté-là l'investiture annoncée pour le 6 mars prochain. Pour l'heure, l'équipe de campagne se met progressivement en place, composée de personnes désignées dans l'ensemble des partis politiques de la mouvance, comme quoi les choses vont bon train. Partis et candidats affûtent tant et si bien leurs armes pour des élections pacifiques qui tranchent avec des propos à peine voilés d'une frange de l'opposition. Sous quels auspices s'annonce enfin cette course? Bonsoir, chers débatteurs. Bonsoir, président Nasséou. Bonsoir, Raymond. Bienvenue à vous. Merci. Et Sergio Lokosso, bonsoir également à vous. Bonsoir, Raymond. Bonsoir à tous. La vague des interdictions ne faiblit pas. L'Atlantique vient d'être également touché par l'interdiction de consommation de la chicha. Qu'attend le préfet pour l'étendre au littoral? S'interrogent bien des gens. Et pourquoi n'avoir pas très tôt pris le taureau par les cornes? Nous parlons là d'une habitude de consommation des Béninois. Vendredi du Conso, c'est cette rubrique du vendredi, au rendez-vous, les vendredis avec Herman Metton. Nous allons décrypter les comportements chez des consommateurs qui sont pour la plupart tournés vers ce qui est nouveau. Question, le consommateur béninois est-il de nature à promouvoir les habitudes de consommation, du consommation local? Ce sera dans la troisième partie de votre émission, 90 minutes au Bénin, c'est ici et maintenant. Et voici pour démarrer les unes du jour. On démarre par le quotidien Maison Fraternité, performance gouvernementale pour la majorité des Béninois. Le pays va dans la bonne direction, mais les attentes sont nombreuses. Une enquête assurée par Afrobaromètre. La presse du jour qui titre ceci très rapidement: modernisation du processus de délivrance de passeports ordinaires biométriques. Le gouvernement opte pour le e-passport. On passe au quotidien les 4 vérités, évaluation du PTA 2020 et lancement du PTA 2021 du ministère de l'Énergie, donnant Jean-Claude Oussou et son équipe relance la machine de la performance. Nord-Sud quotidien à présent, falsification des factures normalisées, la BEF, vent debout contre les faussaires. Le challenge qui dit ceci: positionnement sur le bulletin unique de vote. Le duo Talon-Talata hérite de la position numéro 3. Et puis mise en place du dispositif de campagne du duo Talon-Talata. Olivier Bocor, une présence stratégique à impact imparable. Du lourd se prépare. Présidentielle du 11 avril 2021, le parti FCBE dévoile les grands axes de son projet de société. Le meilleur à présent, présidentiel du 11 avril prochain, 23 têtes pensantes conduisent la campagne du duo Talon-Talata Blé-Biotchane et Olivier Bocor, commandant en chef. Et puis, tirage au sort à la Sénat pour la présidentielle du 11 avril. Voici la position qu'occupe chaque duo sur le bulletin unique. Nouvelle génération, présidentielle du 11 avril prochain, et Paul Djemba et Paul Hunkpe officiellement investis candidats de la FCBE pour sortir les Béninois de la précarité présidentielle du 11 avril 2021. Les raisons de la candidature du duo Korwe à Gossa. Voilà donc qui met un terme à la une des journaux. C'est parti pour le duel. Retour plateau, donc je retrouve mes deux débatteurs de ce soir. Prudent, bienvenue à nouveau. Merci. On voit bien que sur le terrain politique, ça se prépare là. Oui, ça se prépare. On peut le dire ainsi, d'autant que sur les Béninois qui ont exprimé la volonté donc de diriger leur pays, on a recalé bon nombre, mais 3 duos sont encore en course.
on va dire, qui sont les plus heureux. D'autant que, à l'issue de la période donc, de dépôt de dossier, leurs tickets ont été validés par la Sénat, la Cour constitutionnelle a entériné. Les visites médicales ont été faites. Aujourd'hui, c'est la course à l'investiture. Ça a commencé, je crois, déjà par le duo Kowe et Agossa, vous voulez dire Agossa. Non, il y a eu plutôt une conférence de presse qu'ils ont organisée. C'est quand même leur première sortie officielle. Tout à fait. C'est leur première sortie officielle. Donc l'investiture, ça arrive là. Ça va arriver. Donc c'est quand même leur première sortie officielle après la validation de leur ticket. Ils étaient en conférence de presse pour justifier, on va dire, les raisons qui motivent leur candidature. Et Djemba et son colistier Paul Rompé feront l'exercice et on attend le chef de l'État et sa colistière pour début mars. Donc je pense que tout se déroule comme si on était dans le meilleur des mondes. Même si on entend quand même des gesticulations dans le camp des recalés. On peut dire aujourd'hui que le Bénin est en train de dérouler son agenda électoral. On attend de voir si la fête que nous observions par le passé lors des élections présidentielles on va attendre de voir si cette fête-là aura lieu. Très bien, c'est vrai, hein, nous sommes à quelques 6 semaines du 11 avril 2021. Quand on suit un peu les différents comptes rendus qui ont été faits des différentes sorties que j'ai citées tantôt, Agossa et puis Kowe qui était en conférence de presse, Agossa qui dit je suis un bon cadre. Et qui dit Kowe est un homme d'expérience, ça dit qu'on multiplie un peu les... Oui, je crois que ce duo qui s'annonce comme le seul duo de l'opposition, pratiquement, est constitué de personnalités politiques assez compétentes selon moi. Vous dites seul duo de l'opposition? Enfin, le véritable duo de l'opposition. Vous pensez que la FCBE n'est pas... Non, du rôle de ma position d'observateur, beaucoup d'autres observateurs, et je leur concède ça, estiment que l'autre duo qui est de l'opposition n'est réellement pas de l'opposition. Avouons les choses, ne nous voilons pas les choses, n'est réellement pas de l'opposition. Et je crois que ce duo Agossa-Kowe, qu'on ne voyait pas, qui est venu de nulle part, on va dire comme ça, est quand même l'incarnation de l'opposition. C'est ce que le potentiel a écrit ce matin, dans sa livraison du jour. Et je pense que véritablement, quand l'homme dit Kowe est un homme d'expérience, n'oubliez pas, Kowe a été député à l'Assemblée nationale, il a été préfet des départements du Mono et du Koufo. Donc, il est on va dire, sous la bannière du Parti social-démocrate, il a été quand même élu député, il a été un bon militant de ce parti-là, sous le mentor de Bruno Amonsou. Je pense que si il le dit, c'est qu'ils ont les âmes nécessaires, ils ont l'expérience qu'il faut pour pouvoir aller à cette élection qui, du moins, reste une élection historique, dans le sens où c'est la première présidentielle qui est portée, enfin, qui sort des réformes politiques initiées par le chef de l'État, notamment l'achat des partis politiques, quoique il y a des choses à redire. Je l'ai souvent dit, les réformes les plus souhaitées ont leur lot de mélancolie. Et quand vous voyez aujourd'hui sur le net, les autres candidats qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu, vous allez voir, il y a un certain nombre de messages qui sont véhiculés pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Mais toujours est-il que ce qui doit être fait, ce qui est prévu par la loi, c'est-à-dire le parrainage et tout, ils n'ont pas pu avoir le parrainage. En gros, la fête aura lieu, selon moi, ce que je dis, ça n'engage que moi. La fête aura lieu, déjà que nous avons des candidats de l'opposition et de la mouvance qui sont dans le jeu. On peut parler d'une élection inclusive, à mon avis. Et donc, on espère véritablement que les uns et les autres, dans leur message, puissent délivrer les messages de paix et qu'il y ait véritablement alternance, que ceux qui sont censés amener cette alternance politique puissent le faire, puissent avoir les moyens de le faire, parce qu'une chose est de le dire, une chose également est de le faire. Et j'aime à le répéter souvent, quand on s'indigne, on s'engage, et le moment est venu de s'engager pour offrir au peuple un autre son de cloche. Justement, Agossa et Kowe se sont engagés. Il y a aussi Djemba et Onkwe qui se sont également engagés. Hier, par exemple, ils ont dit qu'ils constituent une opposition constructive et pas radicale. Prudent. Oui, en réalité, je disais que ceux qui sont encore dans la course sont chanceux. Ils ne sont pas là de leur simple volonté. Ils sont là parce que ceux qui ont les manettes aujourd'hui l'ont voulu. Parce que les autres qui n'ont pas obtenu le parrainage et qui n'ont pas pu valider leur ticket, pour certains, ne sont pas, on va dire, moins représentatifs. Parce que quand on voit aujourd'hui les personnalités qui sont encore en course, on est en mesure de se demander comment ceux-là y sont arrivés.
Donc, derrière, je dirais, ces candidatures, ces tickets gagnants, il y a quand même des accompagnements, on va dire, gouvernementaux. Moi, je le dis et je l'assume totalement. Donc, à juste titre, on peut se poser des questions sur la représentativité idéologique qu'incarnent ceux-là, ces candidatures. Parce que les Béninois sont tellement suspicieux qu'ils voient le mal venir de très très loin. Il y a des mois en arrière, et même sur ce plateau, certains journalistes avaient déjà pressenti que on validera la candidature des gens qu'on aurait souhaité. Et ça n'a pas raté. Parce que je sais que dans le lot des candidats actuels, il y en a qui sont connus dans leur propre quartier. Et ça, je dis, sur la question de la représentativité, ça pose problème. Donc, que les candidats des Fos Cori pour un Bénin émergent disent qu'ils incarnent une opposition, on va dire, constructive et pas radicale. Pas radicale. Qu'entend-on d'abord par opposition? L'opposition, c'est des gens qui défendent un courant idéologique et politique qui n'est pas en droite ligne avec le courant du gouvernement et qui aspire, dans notre contexte, normalement, à prendre le pouvoir. Oui. Et donc, quand vous dites que vous êtes une opposition constructive, moi, je me pose la question dans un contexte d'élection présidentielle, d'autant que c'est le seul moment où la guerre des idées doit pouvoir se faire. Et donc, on ne vient pas pour dire nous soutenons ceux qui sont là. Ouais. Donc, dire qu'on a une opposition constructive, les Béninois le savent. Parce que ceux qui sont là, ils n'ont pas pu obtenir leur ticket, en tout cas les parrainages, en dehors de l'accompagnement tout à fait des partis politiques qui soutiennent le gouvernement aujourd'hui. Donc, en réalité, je pense qu'ils sont dans leur rôle et les Béninois savent bien qu'ils sont d'une façon ou d'une autre avec le gouvernement. Mais en réalité, quand on s'engage dans ce sens-là, on donne, je dirais, l'arme à l'adversaire pour vous abattre. Parce que si vous dites, aujourd'hui, soit on est pour ce que le président de la République qui aspire à un deuxième mandat fait, ou on n'est pas pour. Et on se catégorise, on se particularise. Mais qu'est-ce que ceux-là, aujourd'hui, voudront vendre aux Béninois si déjà ils ont pu bénéficier du parrainage du chef de l'État, en fait, pas du chef de l'État, mais de ses partisans. Quand je prends la troisième liste, le troisième duo, donc le duo Corentin-Koé et Irénée Agossa, ils ne sont pas là de leur seule volonté. Ouais. Ils sont là parce qu'il a fallu des parrainages. Parce qu'il a fallu des parrainages. Et au mérite, ils viendront très très loin dans la balance. Si on devrait choisir au mérite, ils viendront ceux-là. Mais toujours est-il qu'ils ont réussi à quand même obtenir cette... Oui, nous sommes en politique. Je comprends l'avis de mon confrère. Je comprends la pertinence de ce qu'il dit. Mais ce que je dis, c'est que les parrainages n'ont pas été donnés. On n'a pas appelé les candidats pour leur donner. Ceux de la mouvance présidentielle disaient allez vers nous, nous allons vous donner les parrainages. Mais je dis, l'opposition dont il parle a catégoriquement refusé le parrainage. Nous n'irons pas aux élections. Nous ne considérons pas les parrainages. C'est ce qu'ils ont dit. Et donc, je pense que... même si on nous en donne, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ouais. Dans ce sens, donc, ils ont décidé de ne pas respecter la loi. Quand vous êtes une opposition constructive ou pas, vous devriez quand même respecter la loi parce qu'à un moment donné, le législateur a voté cette loi pour quand même régir un certain nombre de choses en ce qui concerne les élections dans le pays. Donc, si vous choisissez délibérément de ne pas respecter cette loi-là, alors vous ne pouvez pas participer à cette élection. Quand il parle de ce que le gouvernement a donné les parrainages, non, le gouvernement n'a pas donné des parrainages comme de petits pains qu'on distribue aux enfants. Encore qu'avant de distribuer de petits pains aux enfants, il faut que ces enfants se comportent très bien. Ouais. Et donc, le duo Corentin-Koé-Agossa, à mon avis, a mené les démarches qu'il faut. Ils sont allés vers ceux de la mouvance présidentielle pour négocier les parrainages. Quand vous suivez leur conférence de presse, Irénée Agossa l'a expliqué. Et qui sont allés vers la mouvance pour demander les parrainages parce qu'eux autres savaient là où ils allaient. Même si on pense aujourd'hui que dans leur quartier, on ne les connaît pas. Qui ne connaît pas Irénée Agossa? Qui ne connaît pas Corentin-Koé, préfet, député à l'Assemblée nationale, Irénée Agossa, directeur de plusieurs sociétés, ancien directeur de société. Donc je crois que les Béninois connaissent déjà ces deux personnalités. On peut avoir des choses à redire, mais je dis, dans ce cas-là, si effectivement ils travaillent, ils sont aujourd'hui, à mon avis, ça n'engage que moi, c'est eux qui constituent
la vraie opposition, à mon avis. Je le dis, je l'assume. Est-ce qu'on peut donc supposer donc qu'ils se sont levés assez tôt parce que sachant où ils veulent aller? Et écoutez, quand les autres disaient de ne pas aller vers les parrainages, de ne pas demander, même si on donne, nous allons refuser, eux, ils faisaient un travail de fourmi. Ils allaient demander, ils allaient négocier, ils allaient de porte en porte pour aller voir ceux-là qui devraient normalement donner les parrainages. Et donc, ils l'ont fait. Moi, je ne les condamne pas pour ça. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le duo, les 3 duos sont retenus définitivement et donc validés par la Cour constitutionnelle. On constate également que du côté du duo Talon-Talata, c'est plutôt Talata qui est sur le terrain pour des messages de paix, de sensibilisation des populations. Est-ce que vous voyez donc qu'à tous les niveaux, ça bouge effectivement, Président? Non, ça bouge et moi je pense que quand on est parfois sur les plateaux de télévision, soit on accepte de jouer le rôle, le rôle qui est le nôtre, ou on accepte de faire plaisir à des amis. Moi je ne suis pas là pour faire plaisir à des amis. Je demeure journaliste et objectif dans tout ce que je dis. Évidemment, en tant que citoyen ancré dans les fondements donc, de la démocratie, on aura toujours à redire sur le processus électoral qui se déroule actuellement dans notre pays, qui n'honore pas du tout le Bénin. Parce que moi je dis, ouais, je le dis et je l'assume, parce que je le dis, je l'assume, d'autant que ceux qui sont là, on ne va pas faire le procès aux candidats recalés qui n'ont pas cherché le parrainage. Vous avez vu les démarches que Rokia Madougou a menées. Elle a dit. Donc il ne faut pas se fier peut-être à la déclaration, je ne sais pas, d'Éric Rondeté avant les élections pour dire que les gens n'ont rien entrepris. Peut-être que vous ne vous êtes pas rapproché de Haïvo pour savoir quelles sont les démarches qu'il a pu mener pour ne pas obtenir. Nonobstant ce que Éric Rondeté a dit, vous avez constaté que des démarches ont été menées en direction d'un certain nombre de députés qui, au titre de la loi, sont responsables de leur parrainage. Mais ces députés-là, les parrainages ont été régentés au niveau donc, des partis politiques. On n'a pas permis aux députés d'agir où il y avait la peur et qui n'a pas permis à certains députés donc, de le faire. Ceci dit, sur la question de l'occupation du terrain, il ne revient pas aux candidats à l'élection présidentielle à moins de 6 mois de faire le tour du Bénin pour des messages de paix. Quand on fait le tour, quand on est candidat dans ce contexte-là, dans la culture démocratique, on va vendre quelque chose. On va vendre un projet de société, on va vendre un idéal. Je ne dis pas que Mme Talata ne le fait pas. Puisque la campagne n'a pas encore démarré, étant donné les messages, les nombreuses incitations de l'autre camp, de l'aile de l'opposition, est-ce que ce n'est pas aussi bien d'aller sur le terrain pour pouvoir quand même distiller des messages de paix? Oui, c'est parce qu'il y a problème que les candidats à la présidentielle, à 6 mois de l'élection, sont obligés de faire le tour pour délivrer des messages de paix. À 6 semaines, oui, à 6 semaines, voilà, sont en train de faire le tour pour délivrer des messages de paix. Mais en réalité, la paix est un comportement. Donc, nous devons tous travailler à ce que la paix soit durable et règne. Parce que si des gens sont... Et vous savez, les violences post-électorales sont les violences qu'on doit le plus craindre et qui déstabilisent les pays africains. C'est pour ça qu'il y a des normes au niveau sous-régional qui régulent, je dirais, le bon vivre ou les règles du jeu à quelques mois des élections. Donc, c'est à craindre que le processus électoral soit plombé et aujourd'hui, ces messages de paix doivent être amplifiés, mais ces messages doivent venir en principe des organisations neutres et non des acteurs. Parce que les acteurs, pour moi en tout cas, quand on est candidat à la présidentielle, en ce moment même si on fait le tour, c'est pour vendre son projet de société. Ce qui selon vous n'est pas approprié, c'est bien ça? Oui. D'accord. Même si la campagne n'est pas ouverte. Parce qu'il y a également le duo FCPE qui dit descendre sur le terrain à partir du lundi déjà, sans doute pour voir un peu les... Je dis, la paix n'a pas besoin d'un moment précis pour être cultivée. Les appels à la paix n'ont pas besoin d'un moment précis. Nous sommes peut-être à la veille d'une élection présidentielle, c'est vrai. Il y a peut-être des actes qui sont posés, notamment sur le Bénin virtuel, on va dire, qui véritablement n'encouragent pas la paix. Et donc, si les candidats, quels que soient les acteurs, que ce soit des acteurs neutres, comme le confrère l'a dit, ou des candidats qui prennent sur eux cette charge de prôner des messages de paix à travers les villes et campagnes du pays, ça n'est pas mauvais. Mais ils savent bien qu'ils ne sont pas encore en campagne électorale, ils ne doivent pas délivrer des messages de propagande et tout. Mais si c'est pour la paix, je pense qu'on peut cultiver la paix. Et comme il a rappelé, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement que tout le monde doit adopter. Il faut appeler à la paix parce qu'il a dit,
les violences post-électorales sont à craindre parce que c'est ça qui véritablement déstabilise les nations africaines. L'exemple de la Côte d'Ivoire est là, l'exemple du Niger tout près est là, donc on ne va pas souhaiter que ces actes viennent dans notre pays. Très bien, on suit ce processus-là, ça se poursuit. Hier, on a vu le spécimen du bulletin unique, premier, deux, troisième position. Chaque duo connaît sa position sur le bulletin unique. Vous avez au moins rapidement dit sur le positionnement sur le bulletin unique là? Non, moi je pense que quoi qu'on dise, le processus il évolue, l'agenda se déroule très très bien et évidemment on aurait souhaité que ces élections-là soient des moments de fête. On attend de voir si, parce que le ticket qui permettrait, les indicateurs j'allais dire qui permettront de savoir si le processus a connu une adhésion des populations, ça va être le taux de participation. Donc si le taux de participation dépasse les 50%, ce serait justement à l'actif des populations, des citoyens. Parce que le code électoral, ne l'oublions pas, fait obligation aux citoyens en âge de voter d'aller le faire. Mais on a déjà observé par le passé que les gens se sont abstenus. Est-ce que ça va se répéter? On attend de voir. Toujours est-il que les institutions sont en train de dérouler leur agenda, les moyens sont mis et on souhaite que tout se passe dans les règles de l'art. Oui, bon, je crois que les acteurs impliqués dans l'organisation de cette élection, candidats ou pas, ou institutions impliquées, sont conscients du fait qu'ils doivent travailler à ce que les Béninois puissent avoir confiance en ce qu'ils font, puissent avoir confiance en ces institutions, pour que, au finish, qu'on ait la paix, qu'on ait une fête véritable lors de ces élections. C'est vrai, il y a le coronavirus qui est là, qui ne va pas permettre d'organiser des gens, meetings et tout. Même s'il y a des réunions organisées, il faut que les gestes barrières soient respectés. Et il faut également que le business et l'électoral puissent vraiment se développer, parce qu'on ne sent pas ça. Sinon, en 2016, par ailleurs, il y avait quand même un boucan dans toute la ville. La presse est sollicitée. Aujourd'hui, vous faites toute une journée dans votre rédaction, mais personne ne vous appelle. Donc, je pense que, encore que la liste est réduite, ces trois duos, ces trois candidats, on va dire. Et donc, véritablement, je me demande, avec la RAC, avec les communiqués de la RAC, est-ce que la presse pourra tirer... J'avoue hier qu'à ce conseil national du parti FCBE, il y avait, la presse était fortement représentée. On passe à un autre sujet, l'interdiction de la consommation de la chicha dans l'Atlantique. Oui, justement, pour vous, quelle est la portée de cette mesure, pour vous qui êtes... dans l'Atlantique surtout. Bon, tout en saluant l'arrêté pris par le préfet, il faut déplorer que ça soit venu vraiment tardivement, parce que le phénomène est plus criard, je dirais, dans les grandes villes, notamment Cotonou, Abomey-Calavi, en tout cas les grandes villes côtières, que dans d'autres villes. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une proactivité, il y a une promptitude, donc du côté du département du Zou, où très tôt le préfet a pris le taureau par les cornes. Dans les autres communes, on a remarqué que les préfets n'ont pas vite agi, c'est le cas donc de l'Atlantique. Mais ce qu'il faut déplorer aussi, c'est qu'il y a un effet de mode qui s'est observé sur tout le temps, où des jeunes, vraiment, on va dire, on se demande comment ils arrivent à obtenir leurs ressources, s'exhibent donc à longueur de soirées ou de journées dans les bars, surtout aux abords des voies, pour consommer la chicha au vu au su de tout le monde. Et en ignorant même que leur liberté s'arrête là où celle des autres commence. Et donc, nous, en notre temps, quand on voulait poser des actes, on va dire, malsains ou répréhensifs, on se cachait. Mais aujourd'hui, vous êtes là et vos jeunes frères allègrement, en tout cas des gens, on vous dira autre temps, autre mœurs, et voilà. Donc que les données ont changé. Donc désormais, il faut s'exhiber. Et c'est bien dommage, bien dommage que cette consommation de chicha ou cette attitude-là ait pris vraiment école dans nos bars, dans nos quartiers. Donc aujourd'hui, avec cette réglementation, je pense qu'il y aura un changement de comportement, mais il y a que la répression doit pouvoir suivre. Parce que, sensibilisation, répression. Oui, c'est ça. Oui. C'est surtout ça. Oui. Non, je dis souvent que la délinquance juvénile a une responsabilité, c'est sénile, on va dire. Moi, ce qui m'a inquiété, je me demande si, au niveau du système actuel, du pouvoir, au sein du pouvoir, est-ce qu'il y a des personnalités qui ont des bars où la chicha est vendue? Parce que le zoo a commencé, le préfet a commencé, je crois que dans un département du Nord également, le préfet a interdit. Mais que fait le ministre de l'Intérieur? Le ministre de la Santé, il pouvait quand même... Le ministre de l'Intérieur, il a le pouvoir de dire non, on arrête ça sur tout le territoire. Mais moi, je ne vois pas, le ministre réagit. Si ce sont les préfets, quand est-ce que le ministre va réagir? Parce que les préfets, ils disent quoi?
on ne va plus voir la chicha dans les lieux publics. Ça veut dire que dans les maisons, ça se consomme. C'est ce que ça veut dire. Donc, dans des espaces clos, on peut consommer la chicha. Mais moi, je voudrais voir le ministre de l'Intérieur dire, à partir d'aujourd'hui, on ne prend plus la chicha sur le territoire béninois. Ou en Conseil des ministres, on dit c'est interdit. Mais on ne voit pas ça. Ce sont les préfets seulement. Moi, je pense que c'est vrai, c'est une bonne décision d'interdire la chicha parce qu'il a décrit, c'est ce qu'ils font. Et même dans nos maisons, ils fument ça. Les jeunes fument ça. Maintenant, je me dis, quel est l'avenir de la jeunesse? Quand on dit les jeunes sont le fer de lance de la société, la jeunesse, on doit compter sur la jeunesse. Cette jeunesse qui consomme de la chicha, je me pose des questions. Donc, les autorités, quand je dis pas là, nous sommes peut-être en période électorale où ce sont les élections qui intéressent. Mais ce qui peut également intéresser, c'est la santé de ces électeurs, parce que la plupart sont des jeunes qui ont déjà 18 ans. Et quand vous avez 18 ans sur le territoire national, vous êtes en âge de voter. Donc, moi, je pense que la santé des électeurs doit également compter. Et donc, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement doit quand même essayer de prendre les mesures qu'il faut pour arrêter ça. Moi, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas aussi le faible de la démocratie, le capitalisme? Écoutez, là, on a fait l'option de laisser chacun s'occuper de lui. Et puis écoutez, voilà. C'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation. Et il se fait aider par les ministres parce que la Constitution l'a institué. Et donc, si le ministre de l'Intérieur juge opportun d'interdire la chicha, il va le faire parce que ça cause énormément de dégâts sur la santé. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans des entreprises, on parle de compétences, que la compétence n'existe pas. Quand le jeune, à longueur de journée, laisse sa formation et va dans les bars climés pour la chicha, je ne pense pas qu'il puisse relever cette... ce défi-là. Est-ce qu'il faut véritablement interdire? Moi, je pense que le gouvernement doit agir et il est temps d'agir. Vous pensez qu'il faut une interdiction formelle, générale du ministre de l'Intérieur pour interdire ça? Mais ça demande également qu'on mette fin à l'importation des kits de chicha. La difficulté, donc, dans ce que demande Sergino réside peut-être dans le fait que, comme vous l'avez dit, chaque citoyen est libre d'acheter ce qu'il veut, d'autant que le chicha ou la chicha est commercialisée. De toute façon, c'est nuisible, donc laissez la type de côté. C'est commercialisé, donc ça peut se comprendre. La chicha, le chicha, ben, dites seulement chicha, et puis la chicha étant commercialisée dans notre pays, le Bénin, ce qu'on peut demander au gouvernement, c'est peut-être à long terme ou à moyen terme, justement, d'interdire son importation dans notre pays et sa commercialisation. Parce que les préfets aussi doivent pouvoir se fonder sur les thèses de la République. Et je ne sais pas si, au titre de nos thèses, les députés sont fondés à dire il faut forcément des lois. C'est pas évident. Pour réglementer, un peu comme les sachets plastiques par exemple. On peut prendre une loi par rapport à ça. Et en fait, les préfets, en prenant les différents arrêtés, s'appuient sur un certain nombre de lois, notamment la loi sur la consommation des produits en milieu public. Et là, il y a la santé donc, des citoyens qui se trouvent en jeu et territorialement, on peut agir. Donc, je sais que lors de la dernière journée mondiale du tabac, le ministre de la Santé a quand même fait un message qui se focalise sur les nuisances qu'occasionne la consommation de la chicha. Mais malheureusement, les jeunes, c'est à croire qu'ils sont sur notre planète. Est-ce qu'ils sont assez conscients même du danger, des risques qu'ils courent en consommant ces produits psychotropes? C'est l'effet de mode en fait. Quand ils le font, c'est pour montrer que ils sont à la mode, et ils ont peut-être une aisance financière. Ils veulent montrer que eux autres, ils savent utiliser, fumer la chicha. Même dans les rangs de ceux-là, il y a même des femmes, des jeunes filles, de jeunes dames. Il y a même où il y a plus de femmes. Enfin, je ne sais pas. Et on s'exige. Peut-être que vous avez fait une enquête. Peut-être que vous avez fait une enquête là-dessus. Sinon, moi, je n'ai pas fait d'enquête là-dessus pour savoir s'il y a plus de femmes. Mais ce que je sais, c'est que c'est nuisible pour la santé. Il faut véritablement que les autorités puissent prendre les taureaux par les cornes. Et la première cellule également dans laquelle il faut éduquer les enfants, ça reste la famille. Il faut que les parents puissent véritablement jouer leur rôle. Il y a des parents qui ne jouent pas véritablement leur rôle. C'est les enfants qui paient la scolarité, qui font tout à la maison. Et donc qui deviennent des faux-faux. Des faux-faux à la maison. Pratiquement des papas dans la maison. Parce que le papa ne joue pas son rôle. C'est l'enfant qui paie le loyer. C'est lui qui donne la papote à sa maman. Et donc, on lui permet de fumer sa chicha. Et puis, c'est pas bon. Ça, à quand le littoral alors, dans ces conditions? Très rapidement, quelques secondes. Dès lors que le préfet de l'Atlantique est aussi préfet par intérim du littoral, je pense que ça va se faire
faire dans les prochains jours, d'autant que nous sommes en train de passer à la généralisation de des arrêtés préfectoraux. Donc, aujourd'hui, il y a seulement quelques préfets qui n'ont pas encore pris ces actes-là. Je pense que ça va se généraliser. Au Cotonou, le littoral sera en plus impacté dans les prochains jours, c'est sûr. Je pense que l'arrêté sera pris. C'est le littoral qui bat le record de la consommation de la chicha. Je n'ai pas fait d'enquête, mais quand vous voyez le nombre de bars qui sont installés dans le littoral, notamment dans la commune de Cotonou, vous allez voir que je me demande si la mesure pourra venir à Cotonou, parce que c'est ça même l'élément important des bars climés de Cotonou ou des coins dans lesquels ça se consomme. Mais toujours est-il qu'il faut trouver le moyen pour quand même opérer cette réforme-là, pour interdire la consommation de la chicha, parce que le Bénin a besoin des citoyens en forme. Tout à fait. En forme, c'est-à-dire, ce n'est pas ceux-là qui vont mourir d'AVC à 32 ans, à 35 ans, à 32 ans, à 35 ans ou à 40 ans. Mais on a besoin d'un citoyen très en forme. Mais il faut aussi conscientiser les jeunes. Et les réformes aussi doivent passer par... De toute façon, je vais faire la question tout à l'heure. Il faut même faire le bonheur des jeunes à leur... Oui, donc dictature de développement en fait. Enfin, si vous le voulez. Parce que nous sommes déjà dans la dictature de développement. Je vous en prie, on a fini. Merci à vous, Président Nation, merci d'être passé. Merci également à vous, Sergino Lokosso. C'est moi. On se retrouve la semaine prochaine, c'est sûr. Vous serez encore là vendredi prochain ou de toute façon en semaine. On suit le journal et puis on revient juste pour l'espace conso.